Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux de dentelle blanche, créant des motifs délicats sur le plancher de bois ciré. Élise, une petite fille de 8 ans, aux cheveux dorés comme les blés, se tenait devant la fenêtre de sa chambre, observant la rue tranquille de leur quartier parisien. Ses grands yeux bleus, héritage de sa mère disparue, reflétaient une mélancolie inhabituelle pour son âge. « Élise, ma chérie, descends prendre ton petit déjeuner. » La voix de son père, Henri Dubois, résonnait depuis la cuisine avec cette tendresse particulière qu'il réservait à sa fille unique. La fillette sourit faiblement et dévala les escaliers, ses petits pieds nus effleurant à peine les marches. Henri l'attendait dans la cuisine baignée de lumière, ses cheveux blonds légèrement décoiffés par une nuit agitée. À 42 ans, cet architecte respecté portait encore les traces d'un chagrin profond. Depuis que Marguerite, sa bien-aimée épouse, avait quitté ce monde 2 ans auparavant des suites d'une longue maladie, il tentait tant bien que mal de reconstruire leur quotidien. « Bonjour papa » murmura Élise en se hissant sur sa chaise habituelle. Henri déposa devant elle une assiette garnie de tartines beurrées et de confiture de fraises, la préférée de sa fille. Ces matins paisibles étaient devenus leur rituel sacré, un moment de complicité qui les aidait à apprivoiser chaque nouvelle journée. « Tu sais, ma puce, » commença Henri en s'asseyant face à elle, « j'ai quelque chose d'important à te dire. » Le ton inhabituel de son père fit lever les yeux d'Élise de son bol de chocolat chaud. Une lueur d'inquiétude traversa son regard innocent. « Qu'est-ce qu'il y a, papa ?» Henri passa une main nerveuse dans ses cheveux, cherchant les mots justes. « Tu te souviens de Viviane, cette dame que nous avons rencontrée au parc il y a quelques semaines ?» Élise hocha la tête lentement. Elle se souvenait effectivement de cette femme élégante, aux cheveux d'un blond platine, parfaitement coiffée, qui avait abordé son père près du bassin au canard. Grande et imposante, Viviane Moreau possédait une beauté froide qui contrastait avec la douceur rayonnante qu'avait eue Marguerite. « Eh bien, » continua Henri en évitant le regard de sa fille, « Viviane et moi, nous nous sommes beaucoup rapprochés ces dernières semaines. Elle va venir vivre avec nous. » Le silence qui s'installa dans la cuisine était palpable. Élise sentit son cœur se serrer, une sensation étrange et désagréable qu'elle ne savait comment nommer. Le souvenir de sa mère, encore si présent dans chaque recoin de la maison, semblait soudain menacé par cette nouvelle. « Mais papa et maman » chuchota-t-elle, ses yeux se remplissant de larmes qu'elle tentait de retenir. Henri se leva précipitamment et s'agenouilla près de sa fille, prenant ses petites mains dans les siennes. « Ma chérie, maman restera toujours dans nos cœurs. Personne ne pourra jamais la remplacer. Mais nous avons besoin, j'ai besoin de recommencer à vivre. Viviane est quelqu'un de bien, tu verras. Elle nous aidera à être heureux à nouveau. » Les mots de son père résonnaient étrangement aux oreilles de Élise. Elle n'avait jamais exprimé le désir d'être plus heureuse qu'elle ne l'était déjà avec lui. Leurs soirées à lire ensemble, leurs promenades dominicales, leurs conversations tendres lui suffisaient amplement. 3 jours plus tard, Viviane Moreau franchissait le seuil de leur demeure familiale, ses talons claquant sur le parquet avec une autorité nouvelle. Elle portait un tailleur impeccable et affichait un sourire parfaitement calculé. Dans ses bras, elle tenait un bouquet de roses rouges et plusieurs paquets soigneusement emballés. « Ma petite Élise !» s'exclama-t-elle d'une voix mielleuse qui sonnait faux aux oreilles sensibles de l'enfant. « J'ai tant hâte de faire ta connaissance. Regarde ce que je t'ai apporté. » Les cadeaux s'accumulaient sur la table du salon. Une poupée aux cheveux bruns sophistiqués, des robes en dentelle, des livres aux couvertures brillantes. Élise les observait avec une politesse forcée, sentant instinctivement que chaque présent venait avec des attentes qu'elle ne comprenait pas encore. Henri, rayonnant de voir ses 2 femmes préférées ensemble, ne remarquait pas la tension qui planait dans l'air. Viviane a pensé à tout, tu vois, elle va prendre grand soin de nous. Les premiers jours écoulèrent dans une harmonie apparente. Viviane se montrait attentionnée, préparant des repas élaborés, réorganisant la maison avec un goût indéniable.
Elle parlait souvent de son désir de créer une vraie famille unie et multipliait les gestes affectueux envers Henri. Cependant, Élise commençait à percevoir des détails troublants. Quand son père n'était pas là, le sourire de Viviane s'effaçait, remplacé par une expression froide et calculatrice. La nouvelle belle-mère scrutait chaque geste de Élise avec une attention dérangeante, comme si elle cherchait des défauts à corriger. Un soir, alors qu'Henri travaillait tard dans son bureau, Élise descendit chercher un verre d'eau. Elle surprit Viviane au téléphone dans le salon, parlant à voix basse. « Ne t'inquiète pas, Sylvie, cette petite ne sera pas un problème longtemps. Henri est complètement sous mon charme. Il ne voit plus rien d'autre. Quelques mois encore, et j'aurai tout ce que je veux. » Élise se figea derrière la porte, ne comprenant pas entièrement le sens de ses paroles, mais sentant instinctivement qu'elle la concernait. Une peur sourde s'installa au creux de son ventre. Le lendemain matin, le comportement de Viviane changea subtilement. Elle commença par de petites remarques apparemment anodines. « Élise, tu ne trouves pas que tu manges trop lentement ? Ton père attend toujours que tu finisses. Ou encore, ces vêtements ne te vont pas très bien, ma chérie. Il faudra que nous en choisissions d'autres. » Henri, absorbé par ses projets d'architecture et aveuglé par sa nouvelle idylle, ne percevait pas ces changements. Il partait chaque matin avec un sourire confiant, persuadé que sa fille et sa compagne s'entendaient à merveille. Ce fut lors du premier week-end complet de Viviane dans la maison que la véritable nature de la situation se révéla. Henri avait été appelé d'urgence sur un chantier, laissant les deux femmes seules pour la journée. « Maintenant que nous sommes entre nous, » déclara Viviane en se débarrassant de son masque de bienveillance, « il est temps d'établir certaines règles, ma petite. » Élise, assise à la table de la cuisine avec ses livres de coloriage, leva des yeux inquiets vers cette femme qui lui semblait soudain étrangère. « Premièrement, tu dois comprendre que je suis désormais la femme de cette maison. Ton père m'a choisi, et tu n'y changeras rien. Deuxièmement, je ne tolérerai aucun caprice, aucune nostalgie mal placée concernant ta mère. Cette époque est révolue. » Les mots frappèrent Élise comme des gifles. Elle sentit ses joues s'empourprer et ses yeux se remplirent de larmes. « Mais papa a dit que maman... » « Ton père dit beaucoup de choses par gentillesse, » coupa Viviane sèchement. « Mais la réalité, c'est que ta mère n'est plus là et que c'est moi qui décide maintenant. » Cette première confrontation marqua le début d'une transformation radicale dans la vie d'Élise. Viviane avait montré ses véritables couleurs, et la fillette pressentait que des jours difficiles l'attendaient. Les semaines qui suivirent transformèrent progressivement l'atmosphère chaleureuse de la maison des Dubois en un théâtre de tensions sourdes. Élise apprenait rapidement à déchiffrer les humeurs de Viviane, à anticiper ses réactions, à se faire petite quand l'orage grondait dans les yeux glacés de sa belle-mère. Henri, inconscient du changement qui s'opérait sous son toit, semblait revivre. Ses collègues remarquaient son entrain retrouvé, sa productivité accrue. Il acceptait de plus en plus souvent les invitations professionnelles, prolongeait ses journées au bureau, convaincu que Viviane s'occupait parfaitement de sa fille. « J'ai trouvé la femme parfaite », confiait-il à son associé Marcel. « Élise l'adore déjà et Viviane la traite comme sa propre fille. » Cette confiance aveugle donnait à Viviane une liberté d'action qu'elle exploitait avec une habileté redoutable. Elle avait commencé par modifier subtilement les habitudes de la maison. Le petit déjeuner, autrefois moment privilégié entre père et fille, était désormais orchestré par ses soins. Elle servait à Henri un café parfait accompagné de viennoiseries fraîches, tandis qu'Élise se contentait d'un bol de céréales nature et d'un verre de lait. « Élise doit apprendre la discipline alimentaire », expliquait-elle quand Henri S. étonnait de ce changement. « Les enfants d'aujourd'hui mangent trop de sucre, je veille à sa santé. » Les justifications de Viviane sonnaient toujours juste aux oreilles d'Henri, formulées avec cette intelligence manipulatrice qui l'avait séduit dès leur première rencontre. Ancien mannequin reconverti dans la décoration d'intérieur, elle possédait cette capacité naturelle à présenter les choses sous leur meilleur angle. Élise, elle,
découvrait jour après jour l'étendue du contrôle que Viviane exerçait sur sa vie. Ses jouets préférés disparaissaient mystérieusement, remplacés par ceux que sa belle-mère avait choisis. « Cette poupée ne convient plus à ton âge », déclarait Viviane en jetant dans un carton la petite ballerine en porcelaine que Marguerite avait offerte à sa fille pour ses 6 ans. « Il faut que tu grandisses. » Ma chérie, chaque objet qui disparaissait emportait avec lui un fragment des souvenirs de Élise avec sa vraie maman. Les livres d'images qu'elles lisaient ensemble le soir, le petit service à thé avec lequel elles organisaient des goûters imaginaires, la boîte à musique qui jouait la berceuse favorite de Marguerite, tout s'effaçait progressivement sous prétexte de modernisation et de bon goût. Le premier incident majeur eut lieu un mercredi pluvieux d'octobre. Henri était parti en déplacement professionnel pour 3 jours, laissant Élise entièrement sous la responsabilité de Viviane. Était la première fois que la fillette se retrouvait seule si longtemps avec sa belle-mère. Dès le premier matin, Viviane abandonna toute prétention. « Puisque nous sommes tranquilles, » annonça-t-elle d'une voix coupante, « nous allons pouvoir établir les vraies règles de cette maison. » Elle commença par réorganiser entièrement la chambre des Élise, retirant tous les cadres photos où figurait Marguerite. « Ces images du passé ne font que t'empêcher d'avancer, » déclara-t-elle en entassant les souvenirs dans une boîte qu'elle porta au grenier. « Il est temps de tourner la page définitivement. » Élise, horrifiée, tenta de protester. « Non! Papa a dit que je pouvais garder les photos de maman. » La gifle claqua dans l'air, avec une violence inattendue. Élise porta la main à sa joue brûlante, les yeux écarquillés de stupeur et de douleur. « Tu ne me parleras plus jamais sur ce ton !» siffla Viviane, son visage déformé par une colère froide. « Et tu cesseras immédiatement d'appeler cette femme maman en ma présence. Elle n'est plus rien, tu m'entends? Rien du tout. » Ce fut à cet instant précis que Élise comprit qu'elle était désormais seule face à cette femme dont la haine semblait sans limite. La douleur physique de la gifle était rien comparée à la terreur qui s'installait dans son petit cœur. Les jours suivants furent un cauchemar minutieusement orchestré. Viviane instaura un régime de punition arbitraire et de privation. Élise n'avait plus le droit de jouer dans le salon. Reléguée dans sa chambre dès la fin de l'école, ses repas se réduisaient à de maigres portions sous prétexte qu'elle devait apprendre la valeur des choses. « Si tu rapportes quoi que ce soit à ton père, » menaçait Viviane en fixant Élise de ses yeux glacés, « je lui expliquerai que tu es devenue incontrôlable depuis son départ. Il sera obligé de t'envoyer en pensionnat, loin d'ici. C'est ce que tu veux ?» L'idée de perdre son papa, seul lien qui lui restait avec le bonheur passé, terrorisait Élise plus que tout. Elle promit de garder le silence, scellant ainsi sa propre prison. Quand Henri rentra de voyage le samedi soir, Viviane avait soigneusement préparé sa mise en scène. La maison resplendissait de propreté, un dîner raffiné attendait sur la table, et Élise, proprement vêtue, était installée sagement dans le salon avec un livre. « Oh, comment s'est passée votre semaine de fille ?» demanda Henri, en embrassant successivement Viviane et sa fille. « Merveilleusement bien », répondit Viviane avec ce sourire radieux qu'elle réservait aux moments cruciaux. « Élise a été adorable. Nous avons fait un grand ménage de printemps dans sa chambre. N'est-ce pas, ma chérie ?» Élise hocha la tête mécaniquement, évitant le regard de son père. Elle avait appris qu'il valait mieux ne pas contrarier Viviane. Eux-mêmes indirectement. « Tu es bien silencieuse, ma puce, » remarqua Henri en s'asseyant près de sa fille. « Tu n'es pas contente que papa soit rentré ?»« Si, papa, » murmura Élise, sa voix à peine audible. Henri caressa tendrement les cheveux de sa fille, remarquant malgré lui qu'elle semblait plus pâle, plus frêle qu'avant son départ. « Tu es sûr que tout va bien? Tu me sembles fatiguée. » Viviane intervint immédiatement avec son talent habituel pour détourner l'attention. « Dale a traversé une petite période difficile cette semaine. Les enfants de son âge ont parfois du mal à gérer l'absence d'un parent. Mais nous avons beaucoup parlé, et elle comprend maintenant l'importance de grandir et de s'adapter.
Les explications de Viviane semblaient toujours si logiques, si bien formulées, qu'Henri ne pensait jamais à les remettre en question. Il faisait confiance à cette femme qui avait apporté tant de lumière dans sa vie. Cependant, dans les jours qui suivirent, des détails commencèrent à alerter Henri sans qu'il en comprenne véritablement la signification. Élise mangeait moins, parlait peu, semblait avoir perdu cette spontanéité joyeuse qui la caractérisait. Quand il posait des questions, Viviane avait toujours une explication rassurante. C'est l'âge, chérie. Elle entre dans une phase plus réfléchie. La véritable révélation arriva de manière totalement inattendue, un dimanche matin de novembre. Henri, levé plus tôt que d'habitude, descendit chercher le journal. En passant devant la cuisine, il entendit la voix de Viviane au téléphone, parlant à voix basse, mais avec une véhémence qui l'intrigua. « Je te dis que cette gamine est un obstacle permanent. Elle s'accroche à son père comme une sangsue. Elle refuse de m'accepter. Non, je ne peux pas être plus direct. Henri n'est pas stupide. Mais j'ai mes méthodes. Elle finira par comprendre qui commande dans cette maison. » Henri se figea derrière la porte, le sang se glaçant dans ses veines. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. « L'important, c'est qu'Henri ne se doute de rien, » continuait Viviane. « Il est tellement aveuglé par notre relation qu'il interprète tout en ma faveur. Encore quelques mois, et cette petite peste ne sera plus qu'un détail dans notre vie parfaite. » Le journal tomba des mains d'Henri dans un froissement de papier qui résonna comme un coup de tonnerre dans le silence matinal. Viviane se tut immédiatement, et Henri entendit ses pas rapides se diriger vers la porte de la cuisine. « Henri » appela-t-elle d'une voix soudain mielleuse. « Tu es réveillé ?»« Chérie !» Il eut juste le temps de ramasser le journal et de composer une expression neutre avant qu'elle n'apparaisse dans l'encadrement de la porte, radieuse comme toujours. « Bonjour, mon amour !» dit-elle en l'embrassant tendrement. « Tu es matinale aujourd'hui. Je préparais ton café. » Henri la regarda avec des yeux nouveaux, cherchant dans ce visage parfait les traces de la femme qu'il venait d'entendre au téléphone. « Avec qui parlais-tu » demanda-t-il le plus naturellement possible. « Ma sœur Sylvie » répondit Viviane sans ciller. « Elle a des problèmes avec son mari en ce moment. Je tentais de la conseiller. » Le mensonge coulait si facilement de ses lèvres qu'Henri en fut troublé. Pour la première fois depuis leur rencontre, il se demanda ce qu'il connaissait vraiment de cette femme qui partageait sa vie. Le reste de la journée se déroula dans une normalité apparente. Mais Henri observait discrètement. Il remarquait maintenant la façon dont Viviane contrôlait chaque interaction avec Élise, la manière dont sa fille semblait marcher sur des œufs en sa présence. Les mots entendus au téléphone résonnaient dans sa tête comme une alarme stridente. Le soir venu, quand Viviane monta se coucher en prétextant une migraine, Henri s'assit près de Élise qui terminait ses devoirs dans le salon. « Ma chérie, » commença-t-il doucement, « j'aimerais que tu me dises la vérité. Es-tu heureuse avec Viviane ?» Élise leva vers lui des yeux immenses, remplis d'une tristesse si profonde qu'Henri sentit son cœur se briser. Dans ce regard, il lut toute la souffrance qu'elle avait eue, toute la peur qu'elle avait accumulée. « Papa, » murmura-t-elle, et sa voix se brisa. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu peux tout me dire » l'encouragea-t-il en s'approchant davantage, posant une main rassurante sur son épaule. Élise ouvrit la bouche, les mots se bousculant dans sa gorge. Elle voulait tout raconter, les gifles, les menaces, les photos cachées au grenier, la faim qui la tenaillait parfois, la peur constante qui l'habitait. Mais au moment où elle allait parler, le bruit des pas de Viviane résonna dans l'escalier. « J'ai oublié mes lunettes de lecture », annonça Viviane en apparaissant dans le salon, son regard perçant balayant immédiatement la scène. Henri agenouillé près de Élise, l'air inquiet, et la fillette aux yeux rougis. « Tout va bien ici ?» demanda-t-elle avec ce sourire parfait qui ne quittait jamais son visage en présence d'Henri. « Élise semblait vouloir me confier quelque chose, » répondit Henri, scrutant le visage de sa compagne. « Oh, probablement ces petites tracas des écoles, » dit Viviane en s'approchant.
sa main se posant sur l'épaule d'Élise dans un geste qui semblait tendre, mais que la fillette ressentit comme une menace muette. « N'est-ce pas, ma chérie? Tu voulais parler de ce petit problème avec ton amie Léa ?» Élise comprit immédiatement le message. Viviane inventait une excuse tout en lui rappelant silencieusement les conséquences de la vérité. « Oui, oui, papa, c'est ça, » murmura-t-elle, baissant la tête. Henri fronça les sourcils. Il n'avait jamais entendu parler d'une Léa, et le changement soudain dans l'attitude de Élise lui sembla étrange. « Tu es sûr que c'est tout ?»« Bien sûr, » intervint Viviane avant qu'Élise puisse répondre. « Les enfants dramatisent souvent leurs petites disputes. Allez, ma chérie, va te préparer pour te coucher, il est tard. » Élise obéit mécaniquement, lançant un dernier regard suppliant vers son père avant de monter l'escalier. Henri resta songeur. Cette sensation de malaise grandissant en lui, comme une marée noire. Cette nuit-là, Henri dormit mal. Les mots entendus au téléphone résonnaient dans sa tête, mêlés aux images troublantes de sa fille si différente, si éteinte. Au petit matin, il prit une décision. Il allait commencer à observer plus attentivement ce qui se passait dans sa propre maison. Le lundi suivant, Henri prétexta un rendez-vous annulé et rentra chez lui plus tôt que prévu. En ouvrant la porte d'entrée, il entendit la voix autoritaire de Viviane, qui grondait quelqu'un. Il s'avança silencieusement dans le couloir. « Combien de fois faudra-t-il que je te répète de ne pas toucher à mes affaires ?» La voix de Viviane était glaciale, emplie d'une colère contenue. Ses fleurs dans le salon sont parfaitement disposées. « Je ne veux pas voir tes sales petites mains les déranger, mais je voulais juste les sentir. » La voix d'Élise était à peine audible, pleine de larmes retenues. « Tu voulais !» explosa Viviane. « Il va falloir que tu apprennes que dans cette maison, on ne fait pas ce qu'on veut. Maintenant, monte dans ta chambre et n'en ressors que quand je t'y autoriserai. » Henri sentit la colère monter en lui comme une vague déferlante. Il s'apprêtait à intervenir quand il entendit Élise monter précipitamment l'escalier en sanglotant. Viviane, elle, marmonnait toute seule. « Cette petite peste me rend folle. Heureusement qu'Henri n'est pas là pour voir ça. » Ce fut le déclic. Henri rebroussa chemin silencieusement, sortit de la maison et fit claquer la porte d'entrée comme s'il venait d'arriver. « Viviane, Élise, je suis rentré !» cria-t-il depuis l'entrée. Viviane apparut instantanément. Son visage radieux et parfaitement composé. « Henri, quelle belle surprise! Tu es en avance aujourd'hui. »« Où est Élise ?» demanda-t-il, scrutant attentivement l'expression de sa compagne. « Dans sa chambre, elle fait ses devoirs. Cette petite est si studieuse, » répondit Viviane avec ce ton affectueux qu'elle prenait quand Henri était présent. Henri monta voir sa fille. Il la trouva recroquevillée sur son lit, encore secouée de sanglots silencieux. « Ma chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Élise leva vers lui des yeux gonflés de larmes. « Papa, je peux te dire quelque chose ?»« Bien sûr, mon cœur. » Viviane, elle. Élise hésita, les menaces de sa belle-mère résonnant dans sa tête. « Elle ne m'aime pas, papa. Elle est méchante avec moi quand tu n'es pas là. » Henri sentit son sang se glacer. « Qu'est-ce que tu veux dire par méchante ? Elle me crie dessus, elle m'interdit de toucher aux choses, elle a caché toutes les photos de maman au grenier. » Ces derniers mots frappèrent Henri comme un coup de poing. Les photos de Marguerite avaient effectivement disparu de la chambre d'Élise. Et quand il avait posé la question, Viviane avait expliqué que Élise elle-même avait demandé à les ranger pour mieux avancer. Il comprenait maintenant que C était un mensonge. « Élise, écoute-moi bien, » dit Henri en prenant les mains de sa fille dans les siennes. « Tu ne dois jamais avoir peur de me dire la vérité. Jamais. Tu comprends ?» Élise hocha la tête vigoureusement, un espoir fragile renaissant dans ses yeux. « Maintenant, raconte-moi tout, absolument tout. » Pendant près d'une heure, Élise vida son cœur. Elle raconta les gifles, les privations de nourriture, les humiliations constantes, les menaces de pensionnat, la disparition progressive de tous ses souvenirs de sa mère.
Henri écoutait, horrifié, réalisant l'ampleur de son aveuglement. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt ?» demanda-t-il, la voix brisée par l'émotion. « Elle m'a dit que tu ne me croirais pas, que tu l'aimes plus que moi maintenant, » sanglota Élise. Henri serra sa fille dans ses bras, le cœur déchiré par la culpabilité et la rage. « Je te crois, ma chérie, et tu seras toujours ce que j'ai de plus précieux au monde, toujours. » En bas, Viviane préparait le dîner en sifflotant, inconsciente que son monde parfaitement orchestré était en train de s'écrouler à l'étage supérieur. Les jours suivants, Henri mena sa propre enquête discrète. Il questionna subtilement les voisins, parla avec l'institutrice des Élise, Madame Laurent, qui lui confirma ses inquiétudes. « Élise a beaucoup changé cette année », lui confia l'enseignante lors d'un rendez-vous impromptu. Elle qui était si vive, si participative, est devenue silencieuse, presque effacée. Elle s'endort parfois en classe, comme si elle était épuisée. Et puis, elle semble avoir maigri. Ces mots confirmaient les soupçons d'Henri. En rentrant chez lui ce soir-là, il observa sa fille avec un œil nouveau. Effectivement, ses vêtements flottaient légèrement sur son petit corps. Ses joues avaient perdu leurs rondeurs enfantines. Madame Rousseau, leur voisine âgée, lui apporta un autre élément troublant. « Monsieur Dubois, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais j'ai vu plusieurs fois votre petite Élise dans le jardin, l'air triste, pendant que Madame Moreau recevait des amis à l'intérieur. La dernière fois, elle était restée dehors sous la pluie. Chaque témoignage était comme une pièce d'un puzzle horrifiant qui se reconstituait lentement. Henri comprenait qu'il avait failli à son devoir de père, aveuglé par son besoin de refaire sa vie. Viviane, de son côté, sentait que quelque chose avait changé. Henri posait plus de questions, restait plus souvent à la maison, observait davantage. Elle décida d'intensifier sa stratégie de manipulation. « Henri, chéri, » lui dit-elle un soir en se blottissant contre lui dans leur lit, « j'ai remarqué qu'Élise traverse une période difficile. Je pense qu'elle a du mal à accepter notre relation. »« Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» demanda Henri, feignant l'ignorance. « Plusieurs petites choses. Elle me défie parfois, refuse de m'obéir. Je crois qu'elle espère encore que nous nous séparions pour que tu restes seul avec elle. C'est un comportement assez typique chez les enfants qui ont perdu un parent. » Viviane parlait avec cette assurance pseudo-psychologique qui l'avait toujours aidé à convaincre Henri. « Je pense qu'il faudrait peut-être envisager une aide extérieure, un psychologue pour enfants, ou même un séjour dans une structure spécialisée où elle pourrait apprendre à accepter les changements. » L'idée de séparer Henri de sa fille, même temporairement, était le but ultime de Viviane. Elle savait que sans Élise dans les parages, son emprise sur Henri serait totale. « Tu veux dire un pensionnat ?» demanda Henri, feignant de considérer l'idée. « Oh, pas un pensionnat traditionnel, plutôt un centre éducatif où elle pourrait apprendre l'autonomie, la discipline. Cela lui ferait du bien et nous permettrait de consolider notre couple. » Henri sentit un frisson d'horreur le parcourir. Viviane parlait de sa fille comme d'un obstacle à éliminer. « C'est une décision importante, » dit-il calmement. « Il faut que j'y réfléchisse. Bien sûr, mon amour, prends ton temps, mais n'oublie pas que notre bonheur à nous deux compte aussi. » Cette nuit-là, Henri ne ferma pas l'œil. Le masque de Viviane était définitivement tombé, révélant une femme calculatrice, manipulatrice, capable de détruire une enfant pour parvenir à ses fins. Il devait agir, mais prudemment. Viviane était intelligente et retorse, et il ne pouvait pas se permettre de sous-estimer sa capacité de nuisance. Le lendemain matin, en se rasant devant le miroir de la salle de bain, Henri prit une décision. Il allait tendre un piège à Viviane, lui donner suffisamment de cordes pour qu'elle se pende elle-même. Car maintenant qu'il avait ouvert les yeux, il était déterminé à protéger sa fille, quoi qu'il en coûte. Henri avait minutieusement préparé son plan. Il lui avait fallu 2 semaines de stratégie discrète pour mettre tous les éléments en place.
Ce matin de décembre, alors que les premiers flocons de neige commençaient à tomber sur Paris, il était prêt à démasquer définitivement Viviane. « Chérie, annonça-t-il en prenant son café, j'ai une excellente nouvelle. Mon client, Monsieur Beaumont, celui qui possède la chaîne d'hôtels, souhaite nous inviter à dîner ce soir. Il vient avec sa femme et il a spécifiquement demandé à rencontrer ma famille. » Viviane leva les yeux de son magazine, son intérêt immédiatement piqué. Philippe Beaumont était un homme d'affaires influent, exactement le genre de contact qui pourrait être utile à ses ambitions sociales. « Quel honneur !» s'exclama-t-elle, son sourire s'élargissant. « Bien sûr, nous acceptons. » « À quelle heure ?»« 19 heures. Il a insisté pour que nous venions tous les trois. Il adore les enfants et souhaite faire la connaissance de Élise. » Henri observait attentivement les réactions de Viviane. Il vit une ombre passer sur son visage à la mention d'Élise, mais elle se ressaisit rapidement. « Parfait, je vais préparer Élise, qu'elle soit présentable. » Ce que Viviane ignorait, c'est que Philippe Beaumont était en réalité un ancien camarade d'université d'Henri, père de famille aimant et observateur. Henri lui avait expliqué la situation lors d'un déjeuner confidentiel, et Philippe avait accepté de jouer le rôle que son ami lui demandait. La journée passa dans une tension palpable. Viviane multipliait les préparatifs, choisissant sa plus belle robe, se faisant coiffer, transformant la maison en vitrine parfaite. Élise, elle, appréhendait cette soirée où elle devrait encore jouer la comédie du bonheur familial. « Souviens-toi, » lui chuchota Viviane dans l'escalier, « ce soir, tu es la petite fille parfaite. Pas un mot de travers, pas une grimace. Cet homme pourrait être très important pour l'avenir de ton père. » À 19 heures précises, Philippe Beaumont et sa femme Caroline sonnaient à la porte. L'homme, élégant quinquagénaire aux tempes grisonnantes, portait un regard perçant et bienveillant. Caroline, chaleureuse mère de 3 enfants, avait cette intuition naturelle que possèdent souvent les femmes qui ont consacré leur vie à leur famille. « Henri, mon cher ami !» s'exclama Philippe en embrassant son hôte. « Et voici donc la fameuse Viviane dont tu nous as tant parlé. » Viviane s'avança, resplendissante dans sa robe de soie noire, son sourire le plus charmeur aux lèvres. « Monsieur Beaumont, quel plaisir de vous rencontrer enfin. Henri m'a dit tant de bien de vous. Et voici Élise, » dit Henri en posant une main protectrice sur l'épaule de sa fille. La fillette, vêtue d'une robe bleue sage, fit une petite révérence polie. Philippe s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur, remarquant immédiatement la pâleur de l'enfant, ses cernes légers, cette fragilité qui émanait d'elle. « Bonsoir, Élise. Tu es aussi jolie que ton papa me l'avait dit. »« Quel âge as-tu ?»« 8 ans, monsieur, » répondit Élise d'une voix douce. « Caroline, regarde comme elle est mignonne, » dit Philippe à sa femme, qui s'approcha avec un sourire maternel. Caroline prit immédiatement Élise sous son aile protectrice, engageant la conversation avec une gentillesse naturelle qui contrastait fortement avec l'attitude de Viviane. Cette dernière, habituellement si sûre d'elle, semblait légèrement déstabilisée par la présence de cette femme authentique. Le dîner commença dans une atmosphère apparemment détendue. Viviane déployait tous ses charmes, racontant des anecdotes spirituelles, démontrant sa culture et son raffinement. Philippe et Caroline écoutaient poliment, mais Henri remarquait que leurs regards revenaient sans cesse vers Élise. « Élise, ma chérie, » dit Caroline à un moment donné, « tu ne manges pas beaucoup. Tu n'aimes pas le plat ?» Avant qu'Élise puisse répondre, Viviane intervint avec un rire cristallin. « Oh, Élise a un petit appétit d'oiseau, n'est-ce pas, ma chérie ? Je dois constamment l'encourager à manger davantage. » Philippe échangea un regard discret avec Henri. Ils avaient les convenus d'un signal, et ce moment était venu. « Viviane, » dit Philippe en reposant sa fourchette, « Henri m'a dit que vous vous occupiez merveilleusement de Élise. Ce doit être un grand changement pour une femme célibataire de se retrouver du jour au lendemain responsable d'un enfant. »« Oh, mais Élise est un ange !» répondit Viviane. «
sa main se posant sur l'épaule de la fillette dans un geste qui semblait tendre, mais qu'Élise ressentit comme une menace. « Nous nous entendons parfaitement, n'est-ce pas, ma chérie ?» Élise hocha la tête mécaniquement. Mais Caroline, observatrice, remarqua la tension dans les épaules de l'enfant, la façon dont elle se raidissait au contact de Viviane. « C'est merveilleux, » continua Philippe. « J'imagine que vous avez dû faire beaucoup d'ajustements dans la maison, créer de nouveaux souvenirs ensemble. »« Absolument, » dit Viviane, de plus en plus confiante. « Nous avons même fait un grand ménage dans la chambre de Élise, n'est-ce pas? Éliminer toutes ces vieilles choses qui l'empêchèrent d'avancer. » Les mots glacèrent en Henri. Viviane venait d'avouer publiquement avoir fait disparaître les souvenirs de Marguerite sans même s'en rendre compte. « Quelle vieille chose ?» demanda innocemment Caroline. « Oh, vous savez, des photos, des jouets, des reliques du passé qui maintenaient cette petite dans la nostalgie. » Le silence qui suivit fut éloquent. Philippe et Caroline échangèrent un regard horrifié, comprenant immédiatement l'implication de ces mots. « Mais enfin, » dit Caroline d'une voix où perçait l'indignation, « les souvenirs de sa maman, certainement que... » « Sa maman n'est plus là, » coupa Viviane avec une froideur soudaine. « Il faut regarder vers l'avenir, pas vers le passé. » C'était exactement ce qu'Henri attendait. Viviane venait de révéler sa vraie nature devant des témoins extérieurs, des parents aimants qui ne pouvaient pas comprendre une telle cruauté. « Viviane, » dit Henri d'une voix calme mais ferme, « je crois qu'il est temps que nos invités connaissent la vérité sur la façon dont tu traites ma fille. » Le visage de Viviane se figea. Elle comprit instantanément qu'elle était tombée dans un piège. Mais il était trop tard. « Henri, qu'est-ce que tu insinues ?» demanda-t-elle, tentant de garder son sourire, mais ses yeux lançèrent des éclairs. « J'insinue que tu as menti, manipulé et maltraité Élise depuis ton arrivée dans cette maison. J'insinue que tu as tenté de détruire psychologiquement ma fille pour avoir le champ libre. C'est ridicule !» s'exclama Viviane, sa façade parfaite commençant à se lézarder. « Cet enfant ment. Elle invente des histoires parce qu'elle refuse d'accepter notre relation. » « Élise, » dit Henri en se tournant vers sa fille, « raconte à monsieur et madame Beaumont ce que Viviane t'a fait subir. » Élise regarda son père, puis Philippe et Caroline qui l'encouragèrent du regard. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit qu'elle pouvait dire la vérité sans craindre les conséquences. « Elle me frappe quand papa n'est pas là, » commença-t-elle d'une voix tremblante. « Elle m'interdit de manger à ma faim. Elle a caché toutes les photos de maman au grenier. Elle dit que maman ne compte plus, qu'elle ne reviendra jamais. » Caroline porta la main à sa bouche, horrifiée. Philippe serrait les poings, luttant contre l'envie de dire ces 4 vérités à Viviane. « Elle ment !» cria Viviane, perdant complètement contenance. « Cette petite peste ment. Elle est manipulatrice, sournoise. Depuis le premier jour, elle a tout fait pour saboter notre relation. »« Vraiment ?» dit Henri, en sortant son téléphone portable. « Alors, explique-moi ça. » Il appuya sur un bouton, et la voix de Viviane résonna dans la salle à manger, claire et distincte. Était un enregistrement de l'une de leurs conversations téléphoniques avec sa sœur. « Je te dis que cette gamine est un obstacle permanent. Elle s'accroche à son père comme une sangsue. L'important c'est qu'Henri ne se doute de rien. Encore quelques mois et cette petite peste ne sera plus qu'un détail dans notre vie parfaite. » Le silence qui suivit était assourdissant. Viviane était devenue livide, réalisant que sa propre voix la condamnait sans appel. « Comment t'as-tu » balbutia-t-elle. « J'ai installé un système d'enregistrement dans la maison après avoir commencé à suspecter tes agissements, » dit Henri froidement. « J'ai des heures d'enregistrement où tu humilies, menaces et maltraites ma fille. » Philippe se leva lentement, imposant dans sa colère contenue. « Madame, ce que vous avez fait à cet enfant est inexcusable. Abuser de la confiance d'un père en deuil. Malmener une petite fille innocente. Vous ne comprenez pas, » s'écria Viviane, désespérée. « J'ai tout fait pour cette famille. J'ai rendu Henri heureux.
Cet enfant était un obstacle à notre bonheur. Au votre bonheur, corrigea Caroline d'une voix glaciale, vous n'avez pensé qu'à vous. Viviane réalisa que la partie était perdue. Son masque de femme parfaite était définitivement tombé, révélant la calculatrice égoïste qu'elle était vraiment. Mais elle avait encore un atout dans sa manche. « Très bien, » dit-elle en se levant, retrouvant soudain un calme inquiétant. « Vous voulez la vérité ? La voici. J'ai effectivement été dur avec cet enfant. Mais savez-vous pourquoi ?» Elle se tourna vers Henri, un sourire cruel déformant ses traits. « Parce que dès le premier jour, j'ai vu qu'elle ne m'accepterait jamais. Qu'elle ferait tout pour que tu me quittes. Alors oui, j'ai voulu la briser. L'envoyer en pensionnat, m'en débarrasser, parce que était elle ou moi, Henri, et je refuse de perdre. » Cette confession brutale frappa l'assemblée comme une gifle. Viviane venait d'avouer avoir consciemment torturé une enfant par pur calcul. « Mais ce n'est pas tout, » continua-t-elle, ses yeux brillants d'une lueur mauvaise. « Tu veux savoir pourquoi j'ai choisi cette famille, pourquoi je me suis intéressé à toi ?» Henri sentit un frisson glacé le parcourir. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Ta femme, ta précieuse Marguerite, elle avait une assurance vie très généreuse, n'est-ce pas ? Et toi, Henri, tu as un cabinet d'architecture prospère, une belle maison, un compte en banque bien garni. » La vérité était encore plus sordide que tout ce qu'Henri avait imaginé. Viviane N n'était pas seulement une femme cruelle, était une prédatrice qui avait ciblé leur famille pour son argent. « Tu es malade, » murmura Henri, horrifié. « Je suis réaliste, » répliqua Viviane. « Et maintenant que tout est dit, nous allons voir qui de nous deux garde cette maison et cette fortune. » Mais Viviane avait sous-estimé la préparation d'Henri. Philippe sortit de sa poche un petit dictaphone qu'il arrêta avec un sourire satisfait. « Madame, vous venez d'avouer publiquement vos intentions criminelles devant 2 témoins. Je pense que Maître Dubois aura toutes les preuves nécessaires pour obtenir votre expulsion immédiate. » Viviane réalisa qu'elle était tombée dans un piège parfaitement orchestré. Sa cupidité et sa rage l'avaient poussée à se trahir complètement. La soirée se termina par l'arrivée des autorités, appelées par Philippe. Viviane fut escortée hors de la maison qu'elle avait tenté de conquérir par la manipulation et la cruauté. Ses affaires jetées en vrac dans des sacs plastiques. « Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi » hurla-t-elle depuis le seuil, ses derniers masques de civilité ayant définitivement chuté. Élise, blottie dans les bras de son père, regardait partir cette femme qui avait failli détruire sa vie. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait en sécurité, protégée par l'amour inconditionnel de son papa et la bienveillance de ses nouveaux amis qui avaient aidé la vérité à éclater. Les premières semaines qui suivirent le départ de Viviane furent comme un réveil progressif d'un long cauchemar. La maison des Dubois, débarrassée de sa présence toxique, semblait respirer à nouveau. Les rayons du soleil hivernal paraissaient plus lumineux. Les rires d'Élise résonnaient timidement dans les couloirs auparavant silencieux. Henri avait pris un congé exceptionnel de son cabinet d'architecture pour se consacrer entièrement à sa fille. Il savait que la guérison ne se ferait pas du jour au lendemain, que les blessures psychologiques infligées par Viviane mettraient du temps à cicatriser. « Papa, » dit Élise un matin en descendant pour le petit déjeuner, « est-ce que tu crois que Viviane va revenir ?» Henri posa son journal et regarda sa fille avec toute la tendresse du monde. « Non, ma chérie, Viviane ne reviendra jamais, je te le promets, et même si elle essayait, je ne la laisserai pas approcher de toi. » Ces mots étaient comme un baume sur le cœur meurtri d'Élise. Pour la première fois depuis des mois, elle osa croire qu'elle était vraiment en sécurité. Le processus de reconstruction commença par de petits gestes symboliques, mais profondément significatifs. Henri et Élise montèrent ensemble au grenier pour récupérer toutes les affaires que Viviane avait cachées. Dans les cartons poussiéreux, ils retrouvèrent les trésors confisqués. Les photos de Marguerite, la boîte à musique qui jouait sa berceuse préférée, les livres d'histoire qu'elle lisait à sa fille, le petit service à thé en porcelaine. « Regarde, papa !»
murmura Élise, en caressant délicatement une photo où elle apparaissait dans les bras de sa mère, toutes deux souriantes dans le jardin fleuri. On avait l'air si heureuse. Vous l'étiez, ma chérie. Et ta maman serait si fière de voir comme tu as été courageuse pendant cette période difficile. Ils passèrent l'après-midi à redistribuer ses souvenirs dans la maison, chaque objet retrouvant sa place naturelle. La chambre des Élise redevint progressivement le refuge douillet qu'elle avait été avant l'arrivée de Viviane. Caroline Beaumont, touchée par l'histoire des Élise, prit l'habitude de rendre visite au Dubois. Cette femme généreuse, mère de 3 enfants épanouis, apportait avec elle cette chaleur maternelle qui manquait tant à la fillette. Elle proposait des activités créatives, des promenades au parc, des goûters improvisés qui remplissaient la maison de rires authentiques. Élise a besoin de modèles féminins positifs, expliqua-t-elle à Henri. Viviane a tenté de détruire sa confiance en elle, son estime de soi. Il faut lui montrer qu'il existe des femmes bienveillantes, aimantes. Ces visites régulières de Caroline et parfois de ses enfants transformèrent la maison en un lieu de vie joyeux. Élise découvrait le plaisir simple de jouer avec d'autres enfants, de partager ses jeux sans craindre les réprimandes. Henri, de son côté, entreprit de réparer ses propres erreurs. Il comprenait maintenant qu'il avait failli dans son rôle de père protecteur, aveuglé par son besoin personnel de refaire sa vie. « Ma chérie, dit-il un soir en bordant Élise, je veux que tu saches que je suis désolé. Désolé de ne pas avoir vu ce que Viviane te faisait subir. Désolé de t'avoir laissé souffrir en silence. » Élise, dans son petit pyjama à fleurs, regarda son père avec ses grands yeux bleus emplis d'une sagesse précoce. « Papa, tu ne pouvais pas savoir. Viviane était très forte pour faire semblant. » Cette générosité de Élise, sa capacité à pardonner malgré la souffrance endurée, émut Henri aux larmes. Il réalisa que sa fille avait conservé, malgré tout, cette bonté naturelle que Marguerite avait cultivée en elle. Les repas redevinrent des moments de partage et de complicité. Henri cuisinait avec Élise, la laissant choisir ses plats préférés, l'encourageant à manger à sa faim. Il voyait avec joie les joues de sa fille reprendre leur couleur, son corps retrouver sa vitalité d'enfant. « Tu sais quoi, papa ?» dit Élise un dimanche matin en préparant des crêpes, « je crois que maman serait contente de nous voir comme ça. »« Tu as raison, ma puce. Elle serait très fière de nous deux. » L'école des Élise fut également mise au courant de la situation. Madame Laurent, son institutrice, adapta son approche pédagogique pour aider la fillette à reprendre confiance en elle. Elle la félicitait pour ses efforts, l'encourageait à participer aux activités de classe, veillait à ce qu'elle se nourrisse correctement à la cantine. Élise redevient la petite fille vive et intelligente qu'elle était, rapporta l'enseignante à Henri lors d'un rendez-vous. Elle participe à nouveau, sourit, joue avec ses camarades. La transformation est remarquable. Philippe Beaumont, de son côté, était devenu un ami précieux pour Henri. Les deux hommes avaient développé une amitié solide, basée sur des valeurs communes et l'amour de leurs enfants. « Tu sais, Henri, lui dit Philippe lors d'un de leurs déjeuners, ce que tu as vécu avec Viviane peut t'aider à identifier les vraies qualités chez une personne. Quand tu seras prêt à refaire ta vie amoureuse, tu sauras distinguer l'authentique du factice. » Henri N. n'était pas encore prêt à envisager une nouvelle relation, mais ses paroles l'aidaient à ne pas sombrer dans l'amertume ou la méfiance totale. Un événement particulièrement touchant marqua cette période de guérison. En fouillant dans les affaires récupérées au grenier, Élise découvrit une lettre que sa mère avait écrite pour elle avant sa disparition. Marguerite, pressentant qu'elle ne verrait peut-être pas grandir sa fille, avait confié cette missive à sa sœur, avec pour instruction de la remettre à Élise quand elle en aurait besoin. La tante d'Élise, Marie, qui avait appris par Henri les événements récents, vint spécialement de province pour apporter cette lettre précieuse. « Ma petite Élise chérie », lisait la fillette avec l'aide de son père, la voix tremblante d'émotion. « Si tu lis cette lettre, c'est que papa et toi traversez peut-être une période difficile. Je veux que tu saches que où que je sois, je veille sur toi. Tu es ma plus belle réussite, ma plus grande fierté.
Sois toujours cette petite fille généreuse et courageuse que tu es. Aide papa à être heureux. Mais n'oublie jamais que tu mérites d'être aimé et protégé. Si quelqu'un te fait du mal, dis-le. Tu as le droit d'être heureuse, mon cœur. Je t'aime pour l'éternité. Maman. Cette lettre fut pour Élise comme une bénédiction posthume de sa mère, une validation de tout ce qu'elle avait ressenti pendant les mois difficiles avec Viviane. Elle la serra contre son cœur, sentant l'amour maternel l'envelopper comme un cocon protecteur. Henri, témoin de cette scène bouleversante, comprit que Marguerite, même disparue, continuait à veiller sur leur famille. Cette lettre acheva de le libérer de sa culpabilité et lui donna la force de se projeter vers l'avenir. Les fêtes de Noël approchaient, et pour la première fois depuis la disparition de Marguerite, Henri et Élise les préparèrent avec joie. Ils décorèrent le sapin ensemble, confectionnèrent des biscuits, invitèrent Marie, Caroline et sa famille pour un réveillon chaleureux. « Papa » dit Élise le soir du 24 décembre, en contemplant les lumières scintillantes du sapin, « je crois que cette année, le Père Noël va nous apporter le plus beau des cadeaux. » « Ah oui, et qu'est-ce que c'est » demanda Henri en souriant. « Le bonheur être ensemble, en sécurité. » En famille, cette réflexion d'une maturité touchante confirma à Henri que sa fille avait non seulement survécu à l'épreuve que Viviane lui avait fait subir, mais qu'elle en était sortie grandie, plus forte, plus sage. Le soir du réveillon, alors que les invités partageaient un repas joyeux, Henri leva son verre. « Je propose un toast à ma fille Élise, la personne la plus courageuse que je connaisse, et à tous ceux qui nous ont aidés à retrouver le chemin du bonheur. » Élise rougit de fierté, sentant l'amour et l'admiration de tous ces adultes bienveillants qui l'entouraient. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment à sa place, aimée et protégée. Cette soirée marqua symboliquement la fin de leur période sombre et le début d'un nouveau chapitre de leur vie. Élise avait retrouvé sa joie de vivre. Henri avait réappris à être un père attentif et protecteur, et ensemble, ils s'apprêtaient à construire un avenir serein, éclairé par l'amour et renforcé par les épreuves surmontées. 6 mois avaient passé depuis cette soirée mémorable où Viviane avait été démasquée. Le printemps parisien s'épanouissait dans toute sa splendeur, et avec lui, une nouvelle vie fleurissait dans la maison des Dubois. Les cerisiers du jardin se paraient de leurs plus belles fleurs blanches, comme pour célébrer cette renaissance familiale. Élise, maintenant âgée de 9 ans, avait retrouvé cette lumière dans les yeux que Viviane avait tenté d'éteindre. Ses joues avaient repris leur couleur rose, ses cheveux dorés brillaient à nouveau de santé et son rire cristallin résonnait quotidiennement dans la maison. Elle excellait à l'école, participait aux activités extrascolaires et avait noué de solides amitiés avec ses camarades de classe. « Ah papa, regarde !» s'exclama-t-elle un samedi matin en dévalant l'escalier, tenant fièrement son bulletin scolaire. « Madame Laurent dit que je suis la meilleure élève de la classe en français. » Henri sourit avec fierté en parcourant les notes excellentes et les commentaires élogieux de l'institutrice. « Je suis si fier de toi, ma chérie. Ta maman aurait été aux anges de voir ça. » Le nom de Marguerite N était plus prononcé avec tristesse, mais avec cette tendresse apaisée qui accompagne les beaux souvenirs. Élise avait appris à honorer la mémoire de sa mère tout en construisant son propre avenir. Caroline Beaumont était devenue bien plus qu'une amie de la famille. Elle était comme une marraine bienveillante pour Élise. Ses visites régulières apportaient cette douceur féminine que la fillette avait tant recherchée. Ensemble, elles cuisinaient, jardinaient, parlaient de tout et de rien, avec cette complicité naturelle qui s'était tissée entre elles. « Tu sais, Élise, » lui dit Caroline un après-midi en l'aidant à planter des tournesols dans le jardin, « tu es devenue une petite fille extraordinaire. Après tout ce que tu as vécu, tu aurais pu devenir méfiante, renfermée. Mais tu as gardé ton cœur ouvert, ta générosité. C'est admirable. » Élise réfléchit un instant avant de répondre, avec cette sagesse qui la caractérisait maintenant.
Maman m'avait dit dans sa lettre que je devais rester généreuse et courageuse. Et puis, si je devenais méchante à cause de Viviane, ça voudrait dire qu'elle aurait gagné, non? Cette réflexion toucha Caroline au plus profond de son cœur. Cet enfant avait transformé sa souffrance en force, ses blessures en sagesse. Henri, de son côté, avait profondément changé. L'expérience avec Viviane lui avait appris à être plus attentif, plus présent, plus à l'écoute de sa fille. Il avait réorganisé sa vie professionnelle pour passer plus de temps avec Élise, refusant systématiquement les projets qui l'auraient éloigné trop longtemps de la maison. « Monsieur Dubois, » lui dit un jour son associé Marcel, « vous avez trouvé un équilibre remarquable entre votre vie professionnelle et familiale. Votre créativité architecturale s'en ressent d'ailleurs positivement. » Il était vrai qu'Henri puisait maintenant son inspiration dans le bonheur retrouvé avec sa fille. Ses derniers projets reflétaient cette sérénité, cette harmonie qu'il avait retrouvée dans sa vie personnelle. Un événement particulièrement marquant eut lieu au début de l'été. Élise participait à un concours de rédaction organisé par son école sur le thème « Mon héros du quotidien ». Sa composition, intitulée « Mon papa, mon protecteur », remporta le premier prix. Debout sur l'estrade de l'école, face à l'assemblée de parents et d'élèves, Élise lut son texte d'une voix claire et assurée « Mon héros, c'est mon papa. Il n'a pas de cape ni de super-pouvoir, mais il a quelque chose de plus fort, l'amour d'un père pour sa fille. Ganji était en danger, il a su écouter, me croire et me protéger. Il m'a montré qu'on peut faire des erreurs, mais qu'on peut aussi les réparer. Grâce à lui, j'ai appris que l'amour véritable, c'est celui qui nous accepte comme nous sommes et qui nous protège quoi qu'il arrive. Mon papa m'a sauvé, mais surtout, il m'a appris à me sauver moi-même. » Dans l'assistance, Henri pleurait de fierté et d'émotion. Philippe et Caroline, présents pour l'occasion, applaudissaient chaleureusement cette petite fille devenue si forte et si éloquente. Après la cérémonie, Madame Laurent prit Henri à part. « Monsieur Dubois, la transformation d'Élise est remarquable. Elle est devenue une leader naturelle dans sa classe, toujours prête à aider les plus timides, à défendre les plus faibles. Votre fille a une empathie exceptionnelle. » Cette empathie, Élise l'avait développée à travers sa propre souffrance. Elle savait reconnaître les signes de détresse chez les autres enfants et n'hésitait jamais à leur tendre la main. L'été apporta de nouvelles joies. Henri et Élise partirent en vacances en Bretagne avec la famille Beaumont, découvrant ensemble les plaisirs simples des châteaux de sable, des parties de pêche à pied, des soirées autour du feu de camp. Ces moments de bonheur partagés effaçaient définitivement les dernières traces de l'époque sombre. « Papa, » dit Élise un soir en regardant les étoiles depuis la terrasse de leur location, « tu crois qu'on va toujours être heureux comme ça ?» Henri entoura sa fille de ses bras, respirant le parfum salé de l'océan. « Ma chérie, le bonheur, ce n'est pas quelque chose d'acquis pour toujours, c'est quelque chose qu'on construit chaque jour avec amour, attention et respect. Et tant que nous serons là, l'un pour l'autre, nous saurons créer ce bonheur. » À la rentrée scolaire, Élise intégra une nouvelle classe avec enthousiasme. Elle était fait une meilleure amie, Lucie, une petite fille timide qu'elle avait prise sous son aile protectrice. Leur amitié témoignait de la capacité d'Élise à créer des liens sains et authentiques. Henri, quant à lui, commençait timidement à envisager l'avenir sous un nouveau jour. Il ne recherchait pas activement une nouvelle compagne. Mais il ne fermait plus son cœur à cette possibilité. L'expérience avec Viviane lui avait appris à distinguer les signes d'authenticité des masques de la manipulation. Un jour d'automne, en accompagnant Élise à ses cours de danse, Henri fit la connaissance d'Isabelle, mère célibataire d'une petite danseuse de la classe D, Élise. Femme douce et authentique, professeure des écoles de métier, elle possédait cette simplicité et cette bienveillance naturelle qui contrastaient totalement avec l'artifice de Viviane. Les premiers échanges furent prudents, respectueux, centrés sur leurs filles respectives.
Henri appréciait cette approche sans précipitation, cette construction progressive d'une relation basée sur des valeurs communes. « Papa, » observa Élise après plusieurs semaines, « Isabelle est gentille, n'est-ce pas ?» Henri sourit de la perspicacité de sa fille. « Oui, elle semble être quelqu'un de bien. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'elle a de vrais sourires, pas comme… » Élise n'acheva pas sa phrase, mais Henri comprit. Sa fille avait développé une intuition remarquable pour distinguer l'authentique du factice, les vraies intentions des manipulations déguisées. L'hiver revint, mais cette fois sans les craintes de l'année précédente. La maison des Dubois résonnait de rires, de musique, de conversations animées. Élise invitait régulièrement ses amis, transformant le salon en terrain de jeu joyeux. Pour le premier anniversaire de leur libération de Viviane, Henri et Élise organisèrent une petite fête avec leurs proches. Philippe et Caroline, Isabelle et sa fille Emma, Marie, la tante d'Élise, tous ceux qui avaient contribué à leur reconstruction étaient présents. « Mes chers amis, » déclara Henri en levant son verre, « il y a 1 an jour pour jour. Nous avons découvert qu'une personne malveillante tentait de détruire notre famille. Mais grâce à votre soutien, votre amitié, votre amour, nous avons non seulement survécu, nous avons prospéré. Élise et moi sommes plus forts, plus unis, plus heureux que jamais. » Élise, maintenant âgée de 10 ans, prit la parole à son tour. « Je veux remercier tout le monde d'avoir cru en moi quand c'était difficile. Cette expérience m'a appris quelque chose d'important. Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours des gens bons prêts à nous aider. Il faut juste avoir le courage de parler, de demander de l'aide. » Ces mots résonnèrent profondément chez tous les invités. Caroline essuya discrètement une larme, émue par la maturité et la sagesse de cet enfant qu'elle avait vu grandir. La soirée se prolongea dans la joie et la complicité. Les enfants jouaient ensemble. Les adultes partageaient leurs expériences, leurs projets d'avenir. Cette chaleur humaine, cette authenticité des relations contrastait totalement avec l'atmosphère froide et tendue qui avait régné du temps de Viviane. Le printemps suivant marqua une étape symbolique. Élise était devenue une préadolescente épanouie, confiante, généreuse. Henri et Isabelle avaient officialisé leur relation, construite sur des bases solides de respect mutuel et d'amour partagé pour leur fille. « Tu sais, papa, » dit Élise un matin en préparant le petit déjeuner avec Isabelle et Emma. « Je crois que maman aurait aimé Isabelle. » Henri sourit, touché par cette bénédiction posthume que sa fille accordait à leur nouvelle famille recomposée. L'histoire d'Élise et Henri était devenue une source d'inspiration pour leur entourage. Leur capacité à surmonter, épreuve, à reconstruire plus fort, à transformer la souffrance en sagesse, touchait tous ceux qui les connaissaient. Un jour, Madame Laurent proposa à Élise de témoigner devant une association d'aide aux enfants maltraités. « Ton histoire pourrait aider d'autres enfants à comprendre qu'ils ont le droit de parler, de être protégés. » Élise accepta avec enthousiasme, comprenant que son expérience pouvait servir une cause plus grande qu'elle-même. Devant un auditoire d'adultes et d'enfants, elle raconta son histoire avec simplicité et force, insistant sur l'importance de la communication, de la confiance, du courage de dire la vérité. « Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'un seul enfant à se sentir moins seul, à oser parler, alors tout ce que j'ai vécu aura eu un sens, » conclut-elle sous les applaudissements mus de l'assistance. Cette capacité d'Élise à transformer son épreuve en force d'aide pour autrui illustrait parfaitement la beauté de la résilience humaine. Ainsi s'achevait cette histoire de souffrance transformée en espoir, de ténèbres changées en lumière. Élise et Henri avaient non seulement survécu à l'épreuve que Viviane leur avait fait subir, ils en étaient sortis grandis, plus forts, plus unis. Leur histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'amour véritable et la solidarité humaine peuvent triompher de la méchanceté et de la manipulation. Elle nous enseigne l'importance de l'écoute, de la vigilance, du courage de dire la vérité. Film da Historia.
Chers auditeurs, l'histoire de Élise et Henri nous rappelle que derrière chaque sourire forcé peut se cacher une souffrance silencieuse, mais aussi que derrière chaque épreuve se cache une possibilité de renaissance. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Nous vivons dans un monde où l'authenticité se fait rare, où les masques de la perfection cachent souvent des réalités douloureuses. Soyons ces adultes bienveillants qui savent écouter, observer, protéger. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits qui célèbrent la force de l'esprit humain. Laissez-nous un commentaire pour nous dire quel aspect vous a le plus marqué. Et surtout, souvenez-vous, votre voix compte, votre histoire compte. Merci de nous avoir accompagnés dans cette histoire de renaissance.